Interview à l'occasion de la publication de La Voie révolutionnaire 37, la crise de l'idéologie bourgeoise et de l'opportunisme, avec Stéphane Engel. Bonjour Stéphane. La deuxième partie de la crise de l'idéologie bourgeoise et l'enseignement du mode de pensée vient d'être publiée. Comment renoue-t-elle à la première partie? La deuxième partie est intitulée « La crise de l'idéologie bourgeoise et de l'opportunisme ». La première a le titre « La crise de l'idéologie bourgeoise et de l'anticommunisme ». Les deux parties vont de pair, car celui qui est impressionné par l'anticommunisme est aussi enclin à l'opportunisme. Et l'opportunisme est aujourd'hui un très grand problème dans le mouvement ouvrier. Il est beaucoup plus répandu et il a aussi des formes très variées d'atteindre les gens. Maintenant, la deuxième partie du livre traite systématiquement toute la gamme des courants opportunistes les plus importants qui existent dans le mouvement ouvrier, de la jeunesse et de la femme, afin de pouvoir en venir à bout. Beaucoup de gens ne savent rien de ce qui est le cœur de ces déclarations. Toutes les théories qui ont débuté sont en crise, et c'est de cela que traite le livre. Et nous assistons à une aggravation de la menace de guerre générale. Y a-t-il pas de plus important que de s'occuper de l'opportunisme? Le livre est un débat sur la conception du monde. Mais il y a une partie où l'on examine la gestion de la crise dans cette pandémie du Covid, surtout le fondement idéologique. Il y a pas mal de mécontentement dans la population par rapport à ces mesures. Les directives, les règles et les estimations changent constamment et souvent on ne sait plus où donner de la tête. À peine s'étant habitué à quelque chose que cela change à nouveau. Et il y a bien sûr une raison à cela. Car cette pandémie de Covid est traitée comme l'a dit Merkel. Ici, on navigue à vue. Mais si on navigue toujours à vue, on ne peut absolument pas penser à long terme. On doit toujours réagir. De ce pilotage à vue est un gros problème de l'expression d'une idéologie du positivisme. Les bases de la gestion de la crise sont le positivisme et le pragmatisme. Et ces bases idéologiques ont un impact, par exemple. Toutes ces séries de chiffres qu'ils publient toujours, sans aucun fondement scientifique. C'est relativement arbitraire. Il n'y a pas encore de base scientifique, théorique sur ce phénomène de Covid. On ne sait pas du tout d'où il vient. On n'a toujours pas fait de recherches approfondies sur la manière dont il se développe, etc. Et c'est ainsi que les gens sont constamment confrontés à des surprises. Outre le positivisme, le pragmatisme joue un rôle important dans la gestion de crise. Par exemple, on a décidé arbitrairement de toujours laisser l'incidence augmenter de manière à ne pas surcharger l'occupation des hôpitaux. C'est-à-dire que l'on part du principe que plus de 100 000 personnes vont mourir, que des millions de personnes en Allemagne aient entre-temps des manifestations de long Covid. On accepte tout cela pour que l'économie fonctionne. Et ça, c'est typique du pragmatisme qui travaille en fonction de l'utilité. Tout ce qui est utile, on le fait. Cela vient en effet du way of life américain et nous devons y faire face. Ces deux bases idéologiques ont en fait échoué dans cette gestion de crise du Covid-19 et la crise de l'idéologie bourgeoise y apparaît très clairement. Ce n'est pas un livre sur l'affaire du Covid, mais il traite de cette problématique fondamentale au travers de cette question. Nous défendons au contraire une lutte cohérente dès l'infection, une stratégie zéro Covid. Quels sont les autres thèmes abordés dans le livre? Nous traitons toute la gamme des principaux phénomènes opportunistes auxquels la grande masse de la population est aujourd'hui confrontée. Cela commence bien sûr par le positivisme et le pragmatisme gouvernementaux, mais aussi au sein du mouvement ouvrier, par exemple le révisionnisme,
qui est à la base idéologique de la restauration du capitalisme en Union soviétique et dans les anciens pays socialistes. Ce révisionnisme n'a pas disparu après l'effondrement de l'Union soviétique. Il existe encore aujourd'hui sous différentes formes. Puis nous avons ce que l'on appelle le néo-révisionnisme, qui ne mène plus les attaques contre Staline que Khrouchtchev a menées encore à l'époque. Nous avons aujourd'hui un néo-révisionnisme d'empreinte chinoise de Xi Jinping. Nous avons également une variante nord-coréenne avec la théorie de Juche de Kim Il-sung. Mais nous avons aussi des débats au sein du mouvement progressiste, par exemple avec Öcalan, qui prend aussi une direction très opportuniste avec son illusion d'un confédéralisme démocratique. Et nous devons nous pencher sur ces questions car elles influencent bien entendu l'ensemble du mouvement. Bien sûr, nous nous penchons aussi sur le trotskisme. Celui-ci traverse aujourd'hui une crise profonde, mais il ne faut pourtant pas le sous-estimer. En France, en Italie, mais aussi une partie en Amérique latine, au Brésil, en Argentine, il joue un rôle très important. Nous nous occupons bien sûr aussi des différentes théories petites bourgeoises qui expliquent des théories à moitié anarchistes qui sont très répandues parmi les autonomes qui se cherchent des niches quelconques dans le capitalisme. Mais aussi avec les théories d'Enver Hoxha en Albanie qui a coopéré étroitement pendant les décennies avec Mao Zedong et qui, après sa mort, a tout d'un coup sorti le grand bateau pour attaquer Mao Zedong et le rendre responsable du désastre en Albanie. Ce n'est rien d'autre qu'une attaque visant à justifier le fait que l'Albanie suive une voie révisionniste. Il faut porter le regard aussi sur cette question, même si l'Albanie n'est plus un pays socialiste depuis 30 ans. Il faut venir à bout de l'opportunisme, sinon on ne peut pas mener une lutte de classe avec succès. Sinon on ne peut pas mener une lutte de libération avec succès. Et sinon, on ne peut pas non plus mener à bien la préparation de la révolution socialiste internationale. Tu parles dans le livre d'une renaissance des idéologies fascistes sur de nouvelles bases. Pourquoi ce sujet est-il abordé dans le livre? Il faut bien sûr analyser correctement le fascisme tel qu'il se manifeste aujourd'hui. Et le fascisme, aujourd'hui, mise aussi sur l'opportunisme. Cette théorie du coin-front où la droite et la gauche semblent marcher ensemble pour un thème, par exemple, contre les mesures de Corona, présuppose une bonne dose d'opportunisme lorsque l'on lutte avec les nazis contre le gouvernement. Et c'est pourquoi il est important d'éplucher les choses. Qu'est-ce que c'est que ce mouvement des Kouedenka? Qu'est-ce que c'est que ces gens? Quel en est le noyau? Tout cela qu'il a mis au monde. Et si l'on n'est pas au clair sur ce point, on marche avec eux. Nous avons déjà vu à plusieurs reprises des jeunes qui étaient là parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec les mesures de Corona du gouvernement. Certains d'entre eux ne savaient pas du tout ce qui se passait. Nous les avons en partie convaincus de participer à une contre-manifestation contre les manifestations des Kouedenka. Alors, ils ont d'abord dit « Oh mon Dieu, dans quoi je me suis fourré ?» Ils ne voulaient en aucun cas avoir affaire à des fascistes. Ils n'ont pas vraiment différencié ce qui en est une position progressiste de ce qui ne l'est pas. C'est pourquoi la lutte contre le fascisme n'est pas si simple aujourd'hui. De plus, la lutte contre le fascisme, nous en avons déjà parlé dans le premier livre, est aujourd'hui surtout menée à partir de l'idéologie bourgeoise. Et ce n'est pas non plus facile à comprendre. Le fascisme est réduit à l'antisémitisme ou le racisme ou à la violence et à la haine, je ne sais quoi. Mais personne ne parle vraiment du fascisme. On ne le dénomme même plus en tant que tel pour dépolitiser la chose. Même les manifestations fascistes de certains terroristes islamistes, on réduit alors cela à l'islamisme. Mais on ne dit pas que c'est du fascisme. Le résultat est bien sûr aussi une islamophobie qui se développe, où l'on a des réserves contre les gens qui ont la foi islamique. Cela favorise à nouveau la division. Nous devons nous pencher sur les choses afin de pouvoir lutter correctement en ce sens. Cela t'inscrit également dans ce débat.
Parmi les théoriciens du complot et les Kwedenka, il y a aussi pas mal de vieux gauchistes. Quelle explication donnes-tu à cela dans ton livre? D'une part, il y a certains leaders intellectuels du mouvement ML qui ont aujourd'hui directement rejoint les fascistes, comme Selt et Sasser. Mais le problème principal est autre. Nous avons ici une idéologie réactionnaire chez les gens de la médecine alternative, les anti-vaccins, les anthroposophes, les ésotériques, et c'est en fait la principale base de masse pour ces Kwedenka. Ils n'ont pas du tout peur du contact envers les fascistes. C'était peut-être le cas pendant les 4 premières semaines. On ne se rendait même pas compte avec qui on était dans la rue. Mais aujourd'hui, personne ne peut ignorer avec qui ils défilent. Les organisateurs, les porte-paroles sont des fascistes avérés, et ils défendent une stratégie de coin-front. Cette stratégie de coin-front est née sous la République de Weimar. Cela a commencé par le fait que ce parti fasciste s'est appelé NSDAP, c'est-à-dire national-socialiste, pour dire aux ouvriers qu'ils n'étaient pas si conscients de leur classe, que nous sommes aussi pour le socialisme, mais pour le socialisme national. Cela commençait par le nom. Ils ont ensuite réadapté toutes les chansons connues, les chansons ouvrières. Ils ont ensuite reçu un test fasciste, etc. Et ils ont aussi repris des formes de mouvements ouvriers. Aujourd'hui, on essaye d'argumenter que ce soit à gauche ou à droite que nous devons nous défendre contre la dictature des vaccins, la dictature des masques. On sait bien sûr d'où cela vient. Le principal représentant de ce mouvement des Kwedenka en Allemagne est aujourd'hui la AfD. Et les différentes organisations fascistes, ce sont elles qui sont le noyau de ce mouvement. Au niveau international, c'est Trump qui a initié ce mouvement qui en est très fortement diffusé en Europe depuis la Russie, via Russia Today. Pratiquement, toute cette idéologie est diffusée, toutes ces théories sont divulguées parmi les gens. C'est pourquoi il est nécessaire d'y voir vraiment clair. Cela a eu une conséquence que pour des gens, la question de savoir si l'on est anti-vaccin ou non est plus importante que la question classiste. Et ces personnes changent tout à coup, objectivement, de camp et participent à des activités anti-ouvrières, anti-populaires, lors de ces manifestations des Kwedenka. Et c'est là qu'il faut s'y opposer avec détermination, mais aussi expliquer de quoi il s'agit réellement. Mais je continue de penser qu'une partie des gens, surtout les jeunes ou ceux qui défilent simplement par indignation ou par crainte que quelque chose n'arrive avec la vaccination, ne savent pas vraiment qu'ils sont en fait victimes des stratégies raffinées des fascistes. Le nouveau gouvernement composé du SPD, des Verts et du FDP donne à certains l'espoir d'un changement. Le réformisme va-t-il connaître un nouvel essor? Cela peut être temporairement et brièvement le cas, mais le réformisme est déjà une crise latente depuis des décennies. Il faut aussi voir qu'avec le temps, le réformisme a pris de nouvelles formes. Nous avons le réformisme des Verts. Ce que les Verts représentent est également une forme de réformisme. Nous avons le réformisme du parti de gauche, Linkspartei. C'est donc un réformisme social, mais ce sont toutes des formes de réformisme. Et nous avons un système gouvernemental du mode de pensée petit bourgeois qui n'est en fait rien d'autre qu'une variation du réformisme. Dans cette mesure, toutes les partis qui sont aujourd'hui au gouvernement et qui représentent ce système gouvernemental du mode de pensée petit bourgeois sont au fond également réformistes. Cela va jusqu'à la CDU, jusqu'au FDP. Et quand on entend les déclarations du gouvernement, il parle d'une transformation vers une société écologique et sociale. C'est d'ailleurs le nouveau slogan. C'est donc en fait une bulle de savon. On remarque dès les premières semaines où ils sont au gouvernement qu'ils doivent à nouveau tout réduire. Le ministre Habeck a déjà déclaré que jusqu'en 2023, il n'est absolument pas question de développer les énergies alternatives ou de réduire les émissions du CO2. Et tout cela est alors soumis à la condition que les caisses soient saines, que l'économie reprenne son essor. Mais si l'on aborde les choses de cette manière, on n'arrêtera pas la crise environnementale. Au contraire, on se dirige de plus en plus rapidement vers une catastrophe écologique mondiale.
Et si l'on regarde de plus près les projets du gouvernement, ce ne sont rien d'autre que des programmes d'investissement en faveur des monopoles. Les Allemands l'ont découvert comme nouvelle plateforme d'investissement, cette soi-disant transformation écologique de leurs investissements. Aujourd'hui, tout est compris dans ce thème, même l'introduction de la technologie informatique, de ce que l'on appelle l'intelligence artificielle. Tout cela est aujourd'hui classé sous des aspects environnementaux. En France, on exige même que l'énergie nucléaire soit à nouveau considérée comme une source d'énergie durable. Il y a donc là une énorme tromperie et les gens vont s'en rendre compte. Ils ne vont pas supporter cela à la longue. On entend d'ailleurs déjà les paroles très stridentes de la part des jeunes verts qui ont été élus au Bundestag et qui sont très mécontents du programme. Mais c'est bien là le cœur de l'affaire. Celui qui se fait élire aujourd'hui dans un gouvernement est tout simplement un prestataire de service de ce pouvoir monopolistique et il doit alors servir les monopoles et ne peut en même temps faire une politique proche du peuple, à part quelques petites nuances. Et bien sûr, nous avons deux vrais philosophes dans ce gouvernement. Alors Lindner et puis Habeck, ce sont des acrobates de la parole, vu tout ce qu'ils font apparaître par magie. Mais les gens finiront par comprendre et puis, ils ont de la pratique. Et ce que ces deux-là proposent jusqu'à présent ne peut pas du tout résoudre le problème. Par exemple, ces voitures électriques ont aujourd'hui besoin du lithium. Le lithium dont ils disposent comme matière première suffit au maximum pour 10% des voitures individuelles actuelles. Il faudrait faire quelque chose de complètement différent. Il faudrait développer un autre système de transport qui n'est pas tellement axé sur le transport individuel, etc. Et tout de suite, tout cela nécessite des changements très importants. Mais ils ne sont pas du tout prêts à le faire. Ils ne sont prêts à faire quelque chose pour l'environnement que si cela promet en même temps les profits maximaux. Et pour cela, ils sont même prêts à faire de nombreux investissements publics et à mettre en place les programmes. Mais tout le reste n'est que de la fumisterie. Les larges masses le payent déjà aujourd'hui. La taxe sur le CO2, elle n'aura aucun effet au plan de la politique environnementale si ce n'est de remplir les caisses. Les gens vont s'en rendre compte et ils vont protester contre cela. Et je ne crois pas non plus que l'on puisse détourner le mouvement écologique vers le Parlement aussi facilement, tel que cela se passe actuellement. Et alors, ils ont donné des mandats au Bundestag à de nombreux porte-paroles du mouvement Friday for Future. Est-ce que ceux-ci vont ensuite canaliser quelque chose? Je ne crois pas que cela réussisse comme ça. Les gens ont besoin d'expérience pour bien voir les choses. Mais ils ne se détourneront pas pour autant de l'idée qu'il faut agir énergiquement contre cette menace d'une catastrophe écologique. Le livre se démarque des différents courants opportunistes. Avec qui, à vrai dire, est-ce que le MLPD veut encore collaborer? Oui, naturellement. Avec beaucoup de ceux que nous critiquons ici, nous pouvons aussi coopérer dans la pratique, dans la lutte antifasciste, dans la lutte écologique, etc. Mais nous faisons bien sûr une distinction très claire par rapport à un accord idéologico-politique, qui n'est pas nécessairement une condition pour marcher ensemble dans des activités pratiques. Je voudrais l'expliquer en prenant l'exemple de la lutte de libération kurde. Le peuple kurde est opprimé depuis des siècles, surtout divisé jusqu'à aujourd'hui en Irak, en Iran, en Syrie et en Turquie. De nombreux Kurdes vivent désormais en Europe également et nous soutenons cette lutte. Nous avons réalisé de nombreuses activités de solidarité avec la lutte de libération kurde. Mais nous ne sommes pas d'accord avec les théories que Öcalan a développées ces dernières années. Et nous le critiquons ici de manière objective parce que nous pensons qu'elle signifie une impasse pour cette lutte de libération. Néanmoins, nous travaillons aussi ensemble sur la base de la lutte commune. Nous sommes d'avis qu'une alliance doit être réalisée sur une base de la franchise idéologique, non liée à un parti, de la collaboration démocratique sur un pied d'égalité et de l'indépendance financière. Et ces règles, il faut aussi les appliquer. Ce qui exclut bien sûr une chose, nous ne travaillons pas avec des fascistes, mais pas non plus avec des anticommunistes ouverts. Bien sûr, ce n'est pas admissible non plus. Ce sont bien sûr des tabous, mais d'ailleurs, la lutte idéologique ne signifie pas que nous ne faisons que nous disputer avec eux.
Nous savons bien faire la différence. Par exemple, ici à Gelsenkirchen, nous avons eu un groupe parlementaire commun avec le parti de gauche dans une alliance électorale communale. Ce n'est pas un problème. Sur ces questions, nous avons effectivement pu être d'accord à plus de 90%. Mais pourquoi ne devrions-nous pas nous unir là où nous sommes d'accord actuellement, au lieu de nous quereller sur les 10% où nous n'étions pas d'accord? C'est une bêtise. Il s'agit bien sûr d'une politique d'alliance qui est nécessaire, mais nous avons également besoin de la lutte idéologique. Nous devons effectivement avoir davantage de discussions sur le plan idéologico-politique, sinon nous serons influencés par des théories de pratique et des méthodes opportunistes. Qui influence qui? C'est une question tout à fait centrale pour savoir si la lutte progresse pour atteindre un niveau plus élevé ou qu'elle régresse. Pourquoi un jeune ouvrier, une jeune ouvrière devrait-il lire ce livre? Les gens sont aujourd'hui confrontés aux théories les plus diverses. Quand tu vas dans une manifestation aujourd'hui, tu es confronté à toute une série de théories et de tendances. Là, il faut d'abord et surtout y voir clair. Cela donne une orientation. Le livre est aussi un véritable manuel sur l'opportunisme tel qu'on le rencontre aujourd'hui. Cela fait longtemps que nous n'avons plus résumé cela sous cette forme. Ce sera certainement une orientation importante, surtout pour les jeunes, d'évaluer du point de vue du socialisme scientifique et du marxisme-léninisme tous ces courants et aussi de présenter leur caractère, mais aussi de montrer comment l'opportunisme est aujourd'hui en crise. Il est une forme d'expression de l'idéologie bourgeoise qui est entrée en crise avec l'idéologie bourgeoise. Et c'est très important que l'on comprenne ce livre aussi comme un guide pour l'action. Ce livre est le tome 2 de la série. Qu'est-ce qui nous attend dans les prochains tomes? Nous travaillons déjà sur les volumes 3 et 4. Le volume 3 traite de l'influence et de la crise de l'idéologie bourgeoise et de son influence sur les sciences et la culture. Le positivisme rejette en fait l'approche scientifique respectivement. Il a développé un tout autre concept de la science. Ils ne partent plus de ce que ces lois de la physique en biologie sont importantes. Les sciences naturelles sont un domaine important pour éduquer la large masse des ouvriers, des jeunes et des femmes également, à un mode de pensée matérialiste et pour déclarer la guerre à cet idéalisme et à cette religiosité. Les classiques du marxisme, Marx, Engels, Lénine, Staline, Mao Zedong, ont toujours attaché beaucoup d'importance à ce que l'on s'occupe des sciences naturelles pour comprendre la dialectique de la nature et dans la société. Et c'est pour cela que nous aussi, nous sommes de stricts défenseurs de véritable travail scientifique et que nous refusons en principe que tout cela soit remplacé par de telles pseudo-sciences. Bien sûr, il y a aussi des domaines en dehors des sciences naturelles qui s'appellent sciences, mais qui n'en sont pas. En font partie la pédagogie sociale, les sciences sociales, le soi-disant enseignement de l'histoire, la politologie, la religion, qui n'ont rien d'autre à faire que d'embellir le capitalisme, à vrai dire, ou de donner des justifications superficielles. Les sciences sociales, par exemple, qui créent toujours toutes les légendes sur cette société, sur l'économie sociale de marché. Cela rejette une base scientifique, celle de l'approche du socialisme scientifique, qui essaie de fonder toute la critique de la société sur une base scientifique et pas seulement d'en soigner superficiellement, tant bien que mal, de manifestations isolées quelconques. Mais il faut aussi aborder toutes les choses nouvelles, Internet ou la culture de masse ou les médias aujourd'hui. Cela a une influence énorme sur les gens. Il faut s'en occuper, sinon on ne comprend pas le monde non plus. Dans des sondages montrant que les jeunes passent aujourd'hui au moins 4 heures, en moyenne 4 à 8 heures sur Internet ou devant la télévision, c'est une grande partie de la journée. Il faut s'imaginer cela. Cela a énormément augmenté cette influence politico-médiatique. Et c'est aussi le chemin par lequel les idéologies réactionnaires et fascistes pénètrent dans la masse de la population. Il s'agit certainement d'une petite minorité. Ces manifestations des Cuedenca, et quand même, c'est déjà une masse assez importante qui descend tout d'un coup dans la rue avec les fascistes. Et cela ne s'explique pas autrement que par cette théorie qu'ils diffusent. D'ailleurs, comment font-ils pour atteindre les gens?
Aujourd'hui, si tu vas sur Internet pour trouver n'importe quoi, tu arrives très vite chez ces théoriciens du complot. Mais si l'on n'a pas une pensée scientifique, alors on ne peut pas aborder cela correctement. Tu ne peux pas refuter de telles choses qu'avec l'exigence d'une approche scientifique. Cette théorie du complot rend toujours les monopoles individuels responsables de l'ensemble de la situation. Elle ne critique pas la société ou la domination entière des monopoles. Cela ne les intéresse pas du tout. Il y a un quelconque Bill Gates qui t'implante une puce en te vaccinant. On ne peut pas se gratter la tête et se demander comment une telle chose peut se répandre. Mais cela a bien sûr un rapport avec cette hostilité envers les sciences, qui rend les gens en revanche résistants aux arguments raisonnables. Dans le volume 4, il sera surtout question de la forme sous laquelle l'individu entre en contact avec cette lutte idéologique. La masse des ouvriers ou de la population n'a bien sûr aucune idée des théories qui se cachent derrière, mais cela est transmis à la pensée, au sentiment et à l'action sous la forme d'une lutte pour le mode de pensée. Mener cette lutte idéologique aujourd'hui, c'est lutter pour le mode de pensée. Nous l'avons déjà analysé pratiquement dans un livre précédent, l'importance du mode de pensée au sein du mouvement ouvrier. Entre-temps, nous avons acquis beaucoup de nouvelles connaissances et dans ce 4e volume, c'est comme une quintessence, l'enseignement du mode de pensée, comme cette lutte idéologique doit être menée aujourd'hui, parce que sans venir à bout du mode de pensée petit bourgeois, dans ses variations les plus diverses, le mouvement ouvrier ne pourra pas se développer. Sa lutte de classe jusqu'à une révolution socialiste. Et au moins, cette lutte sera très fortement entravée. C'est pourquoi le 4e volume est une quintessence dans tous ces livres. Je parle de ce que nous sommes sur la bonne voie pour réaliser cela. Quelle est l'importance internationale du livre? L'intérêt international pour cette série de livres est très grand. On suit de près nos interviews et nos prises de position, ainsi que le premier livre. Il est déjà traduit dans 4 langues principales et il y a un très grand intérêt et cela pour 2 raisons. Premièrement, il y a toutes ces manifestations de l'anticommunisme ou de l'opportunisme de l'idéologie bourgeoise, aussi dans le mouvement des autres pays, même si c'est avec des caractéristiques et des formes différentes, et bien sûr dans un contexte sociétal différent. La deuxième chose, c'est que l'ICOR est une alliance de différents partis révolutionnaires qui ont aussi les points de vue différents sur le plan idéologique. L'ICOR est en fait une alliance de l'activité pratique, de la collaboration pratique de ces organisations révolutionnaires et on sait que l'on n'est pas d'accord sur toutes les questions. Nous sommes d'accord sur 80-90% des questions. C'est pourquoi nous pouvons aussi travailler ensemble dans la pratique. Mais il y a ces 10% sur lesquels nous ne sommes pas d'accord et c'est là qu'une discussion doit avoir lieu. Et c'est pourquoi on est littéralement impatient de connaître tous nos points de vue sur les courants ou orientations les plus divers. Nous avons aussi beaucoup de langues maintenant. Nous avons maintenant la traduction en arabe qui a été prise en charge par une organisation qui traduit tout cela en arabe, des livres entiers. Nous avons de nombreuses traductions en farsi, nous avons le russe, le turc et bien sûr, nous avons les langues principales que sont l'anglais, l'espagnol et le français. Cela montre que nous sommes déjà considérés aussi comme une aide avec notre travail théorique et nos analyses. Bien sûr, chacun a sa propre ligne, mais ce n'est pas si courant que ça de faire un tel travail théorique complet et de pouvoir également recourir à un fond théorique aussi important que le nôtre. Et c'est ce qu'ils utilisent. Ils font bien sûr leur propre analyse, mais ils sont très intéressés et cela fait toujours l'objet de discussions très intenses lors des grandes réunions. Nous nous efforçons maintenant de traduire rapidement les choses. Bien sûr, il s'agit d'une traduction scientifique. Chaque mot compte. On ne peut pas traduire au pif, mais il faut faire une traduction scientifique, ce qui n'est pas toujours si facile que ça. Mais cela nous aidera certainement aussi à unir le mouvement révolutionnaire et ouvrier international et à surmonter progressivement les divergences d'opinion sur le plan idéologique. Cela aussi, c'est la préparation de la révolution socialiste internationale.
Merci beaucoup pour cet entretien, Stéphane.